Voilà. Bon. Alors, Voilà. voilà, donc on a cette conversation aujourd'hui avec donc Félix Martin. Exact. Ouais. Merci déjà Bah, tu sais que c'est toujours un plaisir de partager un petit peu de partager ce petit moment. de ce moment et puis ta vie avec nous. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on a beaucoup d'informations. C'est difficile de savoir comment vivre. Exact. Qu'est-ce qu'il faut manger, Ouais. On a bien mangé d'ailleurs aujourd'hui. Ah ben ça, aujourd'hui, on a eu certain beaucoup de chance. C'est pas... On a eu beaucoup de Mais chance. c'est pas ce qu'on doit manger tous les jours, Ouais, c'est sûr. on mange pas ça tous les jours. Voilà. C'est d'ailleurs une On des le ferait pas, voilà. idées. Une des idées. Tu n'es pas végétarien. Ah non, non, absolument Non. pas. Non, non. Ni carnivore particulièrement. Ni carnivore non, particulièrement. Disons, voilà. Tu manges du sucre Oui, de temps en bien temps. sûr. Tu bois du café. Pas du café, 2 fois par jour. Ouais, un petit peu de vin. Un petit vin, je prends un petit peu tous les jours à midi. Ouais. Pas beaucoup, mais suffisamment, voilà, simplement, pas accompagné. D'accord. Finalement, on a des choix, c'est-à-dire de regarder un peu ce que la science nous donne comme information, ou regarder autour de nous des gens qu'on connaît, comme toi, et une génération, regarder une autre génération, de se dire oui, qu'est-ce que cette personne a fait finalement, qu'est-ce que cette personne fait aujourd'hui pour être aussi forte. Alors, je ne sais pas si tu veux partager ton âge avec nous, tu vas avoir 85 en fin novembre. 85 ans en fin novembre. Fin novembre. Ouais. C'est formidable quand même. Ah oui, ça commence Ouais. à... Tu as vu des Ça choses. commence à marquer, oui, oui. Tu as vu des choses. On en a vu, c'est certain. Ouais. C'est certain. Et même ça ne semble pas, parce que si tu jettes un regard en arrière, tu n'as pas l'impression d'avoir tellement vécu, parce que si tu te renvoies tellement de trucs qui finalement sont 20 ans ou 30 ans en arrière, finalement, bon. Tu te rappelles, Ouais, te rappelles de ton enfance. Oui, oui, bien sûr. Tu me racontais que tu voyais en tant qu'enfant des places très grandes. Ah oui, effectivement. Finalement, parce on que revient plus tard en a- adulte. Cette Oui, place est toute petite. Voilà. Ce que je t'ai expliqué là, justement, la cour de cet immeuble, pas un immeuble, enfin c'est une entreprise, là, où il y avait la maison où on habitait avec mes parents, qui lorsque j'étais gosse me semblait une immensité. Et lorsque je suis revenu 30 ans après, tout à fait par hasard, j'ai été surpris, j'ai dit mais c'est pas vrai, ils ont bâti quelque chose ou quoi là-dedans, parce que non, pourtant on n'avait pas changé. Mais j'avais mes yeux d'adulte et mes yeux d'enfant, mais Oui. la dimension. Et d'un coup, on revient en adulte et tout ça, et ce monde Ah est oui, tout oui, petit. oui, c'était vraiment tout petit. Et ça m'a surpris. C'est là vraiment où je pense que c'est à cet endroit où j'ai fait vraiment la différence dans le regard d'un enfant et le regard d'un adulte par rapport à l'immensité de quelque chose, à un monument, n'importe quoi. Ouais. Voilà. Parce que là, à un moment, j'ai dit, mais j'avais l'impression d'une cour très grande, où plutôt s'amusait avec des gosses, des voisins, tout ça. Et d'un seul coup, je me suis retrouvé là, mais j'ai eu l'impression qu'elle avait, si on peut dire, rétréci. Ouais. Rétréci, alors qu'elle n'avait absolument pas changé. Bien sûr, les choses ne changent pas. C'est nous moi qui qui avais changeons. changé. Voilà. C'est moi qui avais changé, mon regard avait changé. Ouais, ouais. Voilà. D'accord. Tu nous disais aussi que donc tu as travaillé donc toute ta vie dans la banque. Oui, enfin, On a- absolument pas toute ma vie. J'ai commencé 2 ans à travailler dans une boutique. Dans une boutique. Une D'accord. boutique, voilà, à l'âge de 14 ans. D'accord. Comme 14 ans, maintenant- tu as commencé à travailler. Oui, comme maintenant on a tendance à dire ah oui, il est bac plus 3, bac plus 5. Ouais. Moi je dis moi je suis bac moins 4. Ok. Mais dans une boutique de Maintenant, quoi? parce qu'en général, le bac c'est autour de 18 ans. Ouais. Moi j'ai commencé à travailler à 14 ans. J'avais 14 ans et une semaine. J'avais 14 ans le 23 novembre, le 1er décembre, je commençais à travailler. À plein temps. À plein temps, oui, oui, toute la semaine. Et encore, je suis rappelé il y a 5 jours, puisque le lundi c'est le jour de fermeture des magasins, logiquement, voilà, je suis rappelé, vu que le samedi, souvent à beaucoup d'endroits, c'est le samedi le jour de fermeture, mais je rappelle que comme samedi c'est le jour de marché, les magasins sont ouverts, donc le jour de fermeture des magasins, c'est le lundi. Et mon patron, à l'époque, M. Oscar,
comme il me payait au mois, eh ben, il me disait, ben, le lundi, logiquement, j'aurais dû être chez moi, faire ce que je voulais, quoi, hein, dans le gosse, il me disait, non, mais il avait une maison, une petite villa dans la banlieue, la proche banlieue. Il disait, bon, ben lundi, tu viendras un petit peu plus tard, mais tu viendras, tu gardes la bicyclette qu'il me servait là, qui me servait pour faire les courses. Et tu viendras à la maison, là-haut, alors là-haut, j'allais à sa villa, alors il me faisait nettoyer la cour, il me faisait enlever l'herbe sèche, il me faisait faire aussi ça là, ben, bon, il m'occupait, il ne me payait pas pour rien. Ouais. Tu lui as pas dit ce qu'il était, monsieur Oscar. Il était ce qu'on appelait à l'époque un droguiste. Voilà. Mais dans le temps, les drogueries, si on se renvoie à une époque plus ancienne dans le temps, quelques siècles en arrière, les drogueries, un droguiste, c'est quelqu'un qui vendait des drogues. Donc il vendait toutes sortes de produits chimiques, c'était un peu le pharmacien de l'époque, si on peut dire. Et là, après, comme après ça a été réglementé, donc vous ne pouvez plus faire des trucs de pharmacie, les droguistes vendaient, disons des drogues, mais vendaient des produits, des herbes d'ici, des herbes de là, toutes sortes de produits. Voilà. Pour faire des Tu as fait ça apéritifs, des trucs Pendant comme ça. 2 ans. Tu as fait ça pendant combien de temps? 2 ans. 2 ans. Et ensuite? Et ensuite, eh ben, j'ai eu la chance de rentrer à la banque. 2 ans, finalement, 2 ans et 3 mois. 2 ans et 3 mois. Voilà. J'ai eu la chance de rentrer à la banque parce que mes parents, qui ont toujours travaillé soit dans les usines de ces confits puis les usines d'ocre, étaient ouvriers. Ils avaient, comme beaucoup de parents, ils voulaient une vie, je veux dire, meilleure pour leurs enfants, c'est pour moi ou mon frère. Et donc, à l'époque, une vie pour un jeune, à part d'être ouvrier dans une usine, dans un garage ou autre, c'est d'être dans un bureau. Ça, c'était le summum, on peut dire, voilà. Et donc, on avait une dame qui habitait pas loin de chez nous, qui était professeure de comptabilité. D'accord. Voilà, Madame Cosson, je me rappelle. Elle habitait pas très loin, à 150-200 mètres de la maison. Et toutes les semaines, 2 fois par semaine, ils avaient réussi pour qu'elle nous donne des leçons de comptabilité. Donc comme ça, j'ai fait, puis j'ai passé un certificat, puis un brevet d'études comptables. J'avais 16 ans, voilà, 16 ans. Et il s'est trouvé que dans la maison où nous habitions, on avait une famille, un monsieur qui était chef cantonnier, et donc il avait le fils Rémi Delaye, qui travaillait à la banque Chex. Et à cette époque-là, la banque Chex, ils avaient eu besoin d'un, ce qu'on appelle un petit jeune, qu'on appelait dans le temps, pour les notaires, un saute-ruisseau, on appelait pour aller courir, partir, parce qu'on disait, il faut aller chez ce client, aller chercher un papier, pour lui faire signer ci ou faire là, pour courir les rues de la ville, voilà. Ils avaient besoin de ça. Alors, le patron, M. Régnier, je me rappelle, avait dit, bon, si des fois vous connaissez quelqu'un, un petit jeune qui pourrait faire l'affaire, et voilà. Et donc, celui-là, ce voisin Régnier, a dit, oui, mais moi je connais, j'ai un petit voisin, comme ci, comme ça, voilà, qui est sérieux, je ne veux pas m'envoyer, mais très sérieux, tout ça, j'avais 16 ans, et qui pourrait peut-être faire l'affaire. Alors, le patron lui a dit, contacte-le, contacte ses parents plutôt, parce qu'à l'époque, c'était les parents, on avait les parents, pour un petit peu, tout ça. Donc, comme on habitait dans la même maison, il est venu voir mes parents, et on en parlait. Mes parents, tout de suite, bon, bien sûr que oui. Et donc, le Régnier, le directeur de la banque, lui avait dit à son employé, à Rémi, bon, mais si les parents sont d'accord, tout ça, ben, tu nous dis qu'il vient de me voir, je le verrai un peu, ce petit jeune, puis voir un peu. Donc ce job était un job de bureau, mais aussi à faire des courses. De bureau, Au surtout départ, au départ de oui. courses, Au surtout. départ. Surtout au départ, c'était surtout des courses, aller voir à droite et à gauche. Et donc je suis allé, rendez-vous, je suis allé le voir, il m'a posé quelques questions. Il m'a dit, bon, ben, ça va, il m'a dit, Rémi, son employé, il te connaît, il m'a dit, bon, mais pour moi ça va, il faut faire la demande d'avion. Il m'a dit, tiens, prends un petit papier, puis écrit, je suis signé, tout ça, sollicite un emploi, et ainsi de suite. Alors il a pris le papier, il leur a dit, bon, c'est encore une écriture d'écolier. Ouais. J'avais été écrit depuis 16 ans, 14 ans, j'avais pas changé. Bon, il m'a dit, ça va. Je vais l'envoyer, et puis on te dira. Puis quelques jours après, peut-être une semaine après, il nous a fait dire, par son employé, par notre petit voisin, ils sont d'accord. Ils ont dit, s'ils avaient, voilà, donc, ça devait être au début février, le 1er mars,
tes parents sont d'accord, tu commences à marre. Mes parents, bien sûr. Donc, à l'époque, on disait déjà un emploi de bureau, mais après ça, un emploi de bureau, mais un emploi dans une banque. Oui. C'était encore le grade dessus. Ouais. Enfin, bon, mes parents ont été d'accord tout de suite. Puis je suis rentré à la banque, j'avais 16 ans et peut-être 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois, puis j'y suis resté jusqu'à ma retraite. C'est 40, fou à cette époque. Hein. 42 Et ans après. Ce qu'il pourrait aussi te dire, c'est qu'il a qu'un frère. Un frère pareil, qui distribuait des journaux dans toute la ville. Ah oui, Ils lui ont jeune. dit, tu ne voudrais pas rentrer au Crédit Agricole à ce moment-là. Ça Donc on avait un voisin qui était directeur du Crédit Agricole. pareil, il est Et mon frère, resté. c'est pareil, à 14 ans, il portait le journal comme on voit un petit peu dans les trucs américains, les séries. Pas qu'il hop, il passe, il jette le journal. Non, lui, il le mettait dans la boîte à lettres. Et c'était exactement ça. Il faisait cela, puis il travaillait dans cette petite librairie. Et il est resté directeur de banque. Hein. Et lui, il a terminé, il est rentré pareil, parce qu'on avait un voisin qui était directeur de Crédit Agricole, qui lui a dit, ah ben tiens, si des fois tu veux bien travailler, il a commencé comme ça, Raconte. et il a fini directeur de Crédit Agricole, directeur de banque. Hein. Formidable. Comme quoi, hein, voilà. Tu nous disais aussi que tu as vu des gens qui stressaient beaucoup, qui faisaient beaucoup d'heures. Si tu veux, ils faisaient leurs 7 heures. Oui. Avec beaucoup de travail, et toi tu préférais faire 8 ou 9 heures en prenant plus le temps de pondérer les choses. Ça a toujours été, mon point de vue. Oui. Jamais été, mettons le matin, j'ai jamais apprécié les gens qui sont là, qui se lèvent, qui avalent 3 trucs et qui partent en demi-heure, ils n'arrivent même pas à se raser, ils partent travailler. Moi je préfère me lever 1 heure plus tôt et prendre mon temps. Quitte à lire le journal, faire du truc tranquille. Mais en toute chose, j'ai dit ça le matin, mais pour faire un travail, tout ça, je prends mon temps. Et le but c'est de ne pas se stresser, c'est tu penses que tu Je fais un ne vais pas meilleur me travail. stresser et puis je fais un meilleur travail. On me dit quelque chose, bon ça m'arrive, bon comme je me débrouille de mes mains, mais quelqu'un me dit, bon des fois ma belle-soeur ou autre me dit, tiens, oh, j'ai ce truc-là qui est cassé, tout ça, tu ne peux pas me l'arranger. Pas de problème. Mais elle le sait, je ne lui dis plus. Mais ne compte pas que tu l'aies dans 3 jours. Ça sera, tu l'auras peut-être à la fin de la semaine, tu l'auras peut-être dans 6 mois. Je prends le chose qui est cassé, je le tourne, je le retourne, je le pose, je reviens le lendemain, je retourne, je le retourne, je regarde ce qui va bien, je calcule dans ma tête ce que je pourrais faire. Je le laisse, puis un jour, au moment, je me décide, c'est peut-être aussi bien le lendemain, et 15 jours après, je Un me décide, plat qui a été je l'attaque. cassé en 1000 morceaux, tu gardes tout, tu te reconstitues tout. Voilà, je prends mon temps, je le fais, je prends mon temps, voilà. J'aime pas être bousculé. Et pareil pour le matin, ils organisent le soir. Le petit déjeuner est déjà prêt. Des bols, Ah ben le soir, je ne vais pas me lever le matin tout. à chercher le bol d'ici, je cherche le bol de là, le soir. Il y a tout, il y a le bol, il y a la boîte de thé, il y a tout ce qu'il faut, là, Eh c'est oui. prêt. Et oui. Donc le matin, C'est prêt il pour a le tout matin. à verser. Et oui. Tu as une grande discipline quand même, parce que donc, tu nous expliquais que le matin tu fais de l'exercice. Tu t'es remis à l'exercice il y a quelques années, c'est ça? Quelques années, oui, pas autrement tous les matins, mais disons au moins 2 fois par semaine. Explique-nous cette routine d'exercice. Tu fais des pompes, des abdos, c'est quelque chose d'assez intensif en fait. C'est pas. Pas intensif, c'est peut-être un bien grand mot, Ouais. mais Il faut forcer quand le même. matin, oui, ah ben oui, parce que de toute manière, pour que ça, tout exercice physique qu'on fait, si tu n'as pas de fatigue, si tu n'as pas d'effort, c'est que ça t'a rien apporté. Oui. Tu t'apporteras, tu commences à courir, tu cours tranquillement, tu fais le tour de ville, tu arrives, c'est bon, Ouais. ça t'a strictement rien apporté. Si tu fais le tour que tu arrives, ben, là ça t'a apporté quelque chose à tes muscles, ça c'est certain. D'accord. C'est certain, il faut qu'il y ait un effort. Bon, moi, le matin, je fais en principe 2 fois par semaine, je fais toujours de la bicyclette. Bon, Un vélo d'appartement. l'appartement, bon, qui est quand même pas mal. J'ai un volant d'inertie qui fait quand même 8 kg, alors que souvent c'est 5-6 kg. 8 kg quand même. Bon, électronique, je règle ma puissance, je règle le truc comme ça. Il n'est pas sorti, mais je le branche carrément sur le courant. Voilà.
Tu fais ça pendant combien? Un échauffement en 20, fait? Oui, une vingtaine de minutes. Une Oui. vingtaine de minutes en montant progressivement. Ouais. Voilà, progressivement, pédale fort, puis tac, j'appuie, tac, un peu plus fort, puis un peu plus fort, voilà. Une vingtaine de minutes, et après, en général, je fais encore 10 minutes de mouvement d'exercice. D'étirement, de toucher les pieds, de suite. Et puis après, je fais encore au moins 10 minutes, un quart d'heure, soit des fois de petites haltères, 2 ou 3 kilos. Ça ressentit quand 200 mouvements T'as d'une vu les manière ou muscles? d'une autre. Ouais. Regarde. Et puis, souvent les pompes, j'ai essayé, mais c'est pas facile de se remettre vraiment les pompes. C'est dur, hein? C'est très dur. Mais par contre, j'ai une planche abdos. D'accord. Une planche abdos arrondie où tu te cales les jambes et tu fais des remontées de buste, enfin des remontées courtes, hein. Ouais. Pas remontées longues. Non, voilà, il faut des remontées très courtes. Très courtes, voilà, très courtes. D'accord. Peut-être rentrer, voilà. Et voilà. Et tu fais ça combien de fois par semaine? 2 fois, disons. Voilà. Des fois plus. Deux Des fois. fois, tu descendais presque tous les jours. Non, à un mais certain enfin, moment. en gros, 2-3 Plutôt fois. 3 fois. 2-3 fois, et puis 2 fois de la rando avec un groupe de copains. Oui. De la rando en montagne, c'est bien montagne. Ouais. Voilà, là on fait 12-15 km, mais pas sur du plat, toujours En inclinaison. en inclinaison. Toujours, Ouais, oui, ouais. toujours Nous, en on m'attend inclinaison. pas, hein. Hein? On t'attend pas. Ah non, non, personne ne m'attend. Je suis le plus âgé, mais personne ne m'attend. Ouais. Je ne suis pas le dernier, je suis jamais le D'accord. dernier. Non. D'accord. Tu as aussi une règle de vie au niveau alimentaire. Tu as un petit déjeuner qui est assez strict et un dîner Oui. qui est assez strict. Et ton déjeuner, c'est le déjeuner C'est le du repas plaisir. le repas de midi, oui. Tu manges n'importe quoi. Non. Oui, un peu. Ouais. Non, mais enfin un peu. Je peux manger aussi bien. Le petit déjeuner, en général, ça se réduit souvent à... Là, tu as réduit, hein. À un verre de jus d'orange avec un jus de citron, mettons, passé dedans. Un bon bol de thé vert, Ouais. sucre avec du miel. Ouais. En général aussi, je mange toujours une petite poignée d'amandes Mhm. et puis des cranberries. Des cranberries, toujours une poignée de cranberries. Voilà, Un ça, en kiwi. principe, c'est souvent le petit déjeuner. Ça, voilà. Ouais. Voilà. Le repas de midi, Le kiwi, t'as oublié. et puis il y a le kiwi. Oui, il y a un qui est terminé par un kiwi aussi. D'accord. Voilà. Le repas de midi, lui, c'est en gros, si on peut dire, le plus important. Très souvent, bon, c'est une salade verte, une salade de tomate, voilà, une petite verdure. Après, ça peut être aussi bien, mais aussi bien quelque chose qui n'est pas automatiquement. Bon, il y a toujours au moins 2 fois du poisson dans la semaine, hein, parce que mercredi et vendredi, Ouais. et qui est du poisson, mais j'évite ce qui est les fritures, les trucs comme ça. D'accord. Soit c'est du courbouillon, qu'après je mets dans l'assiette avec un filet d'huile d'olive, seulement, mettons du riz blanc, simplement, avec. Soit c'est de la papillote. Pareil, alors pas de papillote, mais maintenant on trouve des papillotes en silicone là, qui sont très bien. Pareil, donc un filet de poisson, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, un oignon, une tomate qui fait un petit bout, mis dedans, un peu des herbes, et pareil, voilà, 4 minutes de micro-ondes. Ouais. Voilà, donc dans des trucs, il n'y a pas de. Je veux dire, par contre, tout ce qui est friture, c'est vrai que c'est très bon, poisson pané, frit, c'est bon, mais ça, alors là, ça m'arrive, je peux dire, pratiquement jamais. Ouais. C'est rare. Ouais. Oh non, très 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 rare. Ça, je peux dire qu'une fois ou deux dans l'année, c'est une année où j'ai fait des excès. D'accord. Je veux dire, tu vois, alors que je mange en principe 2 fois du poisson par semaine, ce Ouais. qui fait une centaine de fois Par an. par an. Ouais. Ben, si une centaine de fois j'ai fait une fois du poisson frit, Ouais. c'est que j'en ai fait beaucoup. D'accord. J'en ai fait beaucoup, tu vois. D'accord. En principe, ça arrive jamais. Toujours une bonne portion de fromage, hein. Non, mais attends, ça c'est après, c'est autre chose. Voilà. Voilà. Donc, du poisson, oui, 2 fois par semaine, le reste du temps, ça peut être des brigades, mais ça peut être aussi bien quelque chose qui est tout à fait contre-indiqué pour la santé et tout ça. Hein. Enfin, comme de toutes choses, ce qui est très mauvais pour la santé, il faut toujours en manger un petit peu, parce qu'il faut toujours, la santé, il faut toujours manger de tout, mais à dose raisonnée. Ça c'est très important ce que tu dis en fait. C'est hein. très important. C'est On très- peut manger de tout, même les choses qui te donneront
du cholestérol vivant que tu prendras à la cueillère, Oui. Il faut en manger. il faut en manger. Parce qu'on en a besoin. Mais il ne faut pas exagérer. Voilà. Voilà. Il ne faut pas dans la journée te dire, tu veux le frigo, hop, un petit bout de fromage, un petit biscuit. Bon, voilà. Même un fruit dans la journée. Donc, Le reste de la journée, strictement interdit. Hein. dans la journée, je Tout mange est rien. grignotage. Ah non. Dans Rien la dans la journée, non. Il y aura beau avoir le truc avec des beaux abricots quand même maintenant. Tu passes à côté. Non, ça prend pas. C'est pas l'heure. Ça prend pas. Ce que je fais après le repas de midi, par contre, j'ai toujours du chocolat noir. Du chocolat noir. Noir à 80%. Ouais. Oui, disons, l'idéal, c'est 72. D'accord. Il est à 72. Mais disons à partir de 60, 60, 70, 72, voilà. Toujours, voilà, 2 carrés. Après le repas de midi, avant de boire mon café, 2 carrés de chocolat, bon chocolat noir. Et tes dîners sont très légers. Alors, les dîners, eux, en général, Eliane fait pratiquement les mêmes, des fois qu'elle prend un peu plus d'autre chose. Moi, sous le dîner, c'est en principe, la majorité de l'année, c'est un yaourt et un fruit. Un yaourt et un fruit. Le Et un yaourt fruit. nature. Là, oui, nature, pas de parfumé, Rien du rien tout. de tout. Il Mais met non, un peu de sucre. Hein. Non, oui, mais non, mais je veux dire, au départ, Voilà, pas nature. parfumé. Pas de trucs parfumés, assis à ça, Ouais, le ouais, reste. ouais, Il y a ou alors des fois du fromage blanc, ce que tu vois en gros pot. J'en prendrai 2 ou 3 cuillères avec un peu de sucre, peut-être un peu de crème fraîche par-dessus. Voilà. Hein. Et tu n'as pas faim le soir. Après ça. Alors moi, je le fais un peu tricher. Pendant l'hiver, il mangera un petit peu de soupe. Oui, il peut arriver que pendant la bonne Légumes, saison, je mangerai peut-être une petite assiette de Ou soupe. de pâtes, une petite soupe Voilà, mais de souvent pâtes. plutôt des pâtes parce que soupe de soupe des pâtes. légumes, des fois je les crains C'est les petits vermicelles. Là. Des petits vermicelles, voilà, une petite assiette. Voilà, seulement si je mange ça, l'assiette de soupe, quand je ne Mange mangerai pas pas de les yaourt. yaourts, je mangerai le fruit, mais je ne mangerai pas les trois. D'accord. Qu'est-ce que tu dirais aux générations d'avant et qui vont finalement, si les gens veulent apprendre de toi un petit peu, de ce que tu as vu dans ta vie, comment on arrive à éviter les gros problèmes? Qu'est-ce que tu fais? L'alimentation est une chose. Oui, l'alimentation, c'est certain, mais ça, je ne saurais pas dire pourquoi moi j'en suis venu à faire ça. Oui. Je ne sais trop rien. Parce que l'exercice physique, quand même, tu y es venu. Ça, parce je que me suis venu tu as senti le besoin. Oui, j'y suis venu après la retraite. Après la retraite. Oui, après, non, parce qu'à la retraite. Avant, tu la retraite, faisais juste non. une activité Non, physique. une activité normale, non, puis on n'a pas trop le temps le matin, tout ça, puis Ouais, préparer ouais. au travail, tout ça, donc on n'a pas le temps, le soir tu retournes entre midi et 2, tu as à peine le temps d'arriver, de manger, de respirer 2 minutes, de boire un café, puis de repartir au boulot. Non, tu n'as pas le temps, et le soir, bon, il y avait trop de choses, et puis après moi, sur le temps, j'ai besoin de plus, j'étais malade pendant 14 ans, donc je n'avais pas le temps de m'occuper. À part elle, de m'occuper de moi, je ne m'occupais pas de moi. Moi, On compte aussi la vie qu'il a eue. c'était secondaire, moi. Hein, Nicolas. Ton épouse a été malade pendant 14 ans. 14 ans, oui, entre un cancer et un AVC. 14 ans, alors, disons, ta vie personnelle, elle est zéro. On peut dire 0 de 0. Hein, tu ne comptes plus, tu as ça, tu as la personne, Oui. et c'est elle qui est là, on peut dire 99,99%. Voilà. Parce que tu t'occupais d'elle, il n'y avait Ah, pas, oui, il y avait oui. pas quelqu'un pour Ah non, non, s'occuper non, d'elle, non. il n'y avait que toi. Il n'y avait que moi. Non, j'aurais pu Ouais. prendre quelqu'un, mais non, Ouais. il n'était pas question, moi je m'en occupais, voilà. Donc je n'avais pas le temps de m'occuper tout à fait d'autre chose, voilà. Hein. Et après son départ, mais là j'étais à la retraite, bon, après j'ai commencé à m'occuper de moi un peu tout à fait comme ça, par hasard. J'ai eu en vacances, je me rappelle, on allait dans les Pyrénées. Puis j'avais des copains qui faisaient un peu le truc, qui me disaient, ah ben c'est bien, tiens. Alors je commençais comme ça tout à fait, puis finalement je m'y suis pris au jeu, puis voilà. C'est comme ça que tu as été à Menton. Hein? Quand tes copains. Ah ben oui, je suis allé à voilà. Menton, j'allais dans le Béarn, là-bas dans les Pyrénées, et puis c'est des copains qui allaient là-bas, que je connaissais là-bas, qui allaient à Menton, qui après le décès de mon épouse, m'ont dit, oh tu devrais venir nous l'année prochaine avec un tel, tout ça. Nous allons à Menton, tu devrais venir avec nous, ça te changerait un peu, parce que j'avais besoin. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à Menton. Voilà.
Mais en Menton, on marche beaucoup. Voilà, beaucoup. Tous les jours, matin au soir, on peut dire, on fait le journée. La frontière italienne de l'hôtel, ça devait faire, comme on avait dit, au retour 4 ou 5 km, aller-retour. Et le soir, si on fait l'autre côté, on en fait encore de 4, on fait 10 km tous les jours. Un peu le matin, un peu le soir. D'accord, c'est comme ça, tu marches là, hein, c'est pas des trucs, voilà. Hein. Enfin, c'est quand même de l'exercice. Voilà. Là, ça fait quelques années que tu es à la retraite, tu en profites. Mon Dieu, oui. Combien? Comment ça fait? Mon Dieu, ça fait combien que tu es à la retraite? 20 ans Je me presque. suis... 20 ans À peu près 30? un peu plus, non pas 30. Je me suis arrêté 2 ans avant parce que j'avais beaucoup d'annuités. Oui. J'ai dû prendre 2 ans avant. Donc, à la fin de l'année, ça fera 27 ans. 27 ans que tu es à la retraite. Voilà. Et tu gardes quand même une activité intellectuelle qui est très très intense parce que tu fais partie donc de ce club où vous traduisez. D'un club, une association plutôt. Archipel, c'est l'association de recherche archéologique d'histoire du Pays d'Arc et du Liboron. Oui. Ici. Là-bas, c'est beaucoup de gens qui ont été dans une activité aussi bien de profs, d'ingénieurs, de notaires, de filles qui avaient quand même tout, voilà. Et donc oui, on travaille beaucoup. Vous traduisez du vieux français. On traduit plutôt, on transcrit. On transcrit, d'accord. Et oui, pour traduire, tu traduis de d'une langue à l'autre, oui. Que tu ne peux pas traduire du français en français. C'est la même langue, mais tu la transcris. Il y a très longtemps. Puisque c'est l'écriture était, le vocabulaire était différent. Oui. Et l'écriture, la forme des lettres était différente. Voilà. Pour ça, donc, on transcrit là-dessus. Enfin, le groupe, hein, parce qu'il y a différents groupes dans cette association. On est 400, je crois que c'est peut-être la plus grosse association d'AP. Je crois qu'il y a 450 membres, comme ça. Et là, on est 10-15 en fonction de... Et tout, on travaille sur la facile de jeu français, voilà. On retranscrit en français. Disons, et vous n'êtes pas rémunéré pour ça? Ah non, c'est du plaisir, ça. C'est du plaisir. Oui, ouais. On paie même, étant donné qu'on a une cotisation en tant que membre. Vous avez une cotisation, en fait. Il faut payer pour le travailler. Reste, oui, on paie notre cotisation en tant que membre, membre de l'association. Ouais. Mais après, le reste, c'est par plaisir. C'est du pro bono, oui. Voilà. D'accord. Là, on doit avoir d'ici une quinzaine de jours, on doit avoir la réunion mensuelle. Ouais. Voilà. Et puis après, on fait à peu près 2 fois par trimestre, on fait un truc disons, un peu plus intensif, sur 3-4 jours. Voilà, aussi, voilà. En fait, c'est quasiment un exercice intellectuel. C'est de la même façon que le matin, tu fais l'exercice sur un vélo. Ah oui, mais là, c'est intellectuel. Là, tu fais un exexerce, tu gardes une activité on a des très intense sur... Pour essayer de lire ce que la personne, en 1472, a voulu dire, qu'est-ce qu'il a écrit. Et puis comprendre, parce que... Et puis tu n'es pas seul, tu es avec des gens. Donc on est ensemble, alors on a chacun... Il y a eu celui qui nous dirige, qui a eu d'après le document de base, l'original, a fait des photocopies pour distribuer à tout le monde. Puis à tour de rôle, on lit une ligne en fonction de la difficulté, ça peut être une ligne, 2 lignes, voilà. Chacun essaie de déchiffrer à tour de rôle, de déchiffrer de lignes. Et suivant le cas, suivant le truc, il y a un grand tableau. Et celui qui dirige, on marque le mot au tableau en disant voilà, là, en coupant là, alors là, cette forme-là, c'est telle lettre, cette forme-là, c'est telle lettre. Voilà. Et puis retranscrire le comprendre en français moderne. Oui. Disons, parce que là, c'est le vocabulaire d'une époque, il y a très longtemps, c'était quasiment un langage différent. Ah bon, oui. Carrément un langage différent. Carrément. Presque une traduction. Ben, ça fait presque une traduction. Là, voilà. Ça fait presque une transcription qui par moments se transforme en traduction. Voilà. Formidable. Voilà. Et moi qui ai un regard extérieur, ce que je peux te dire, je ne sais pas s'il va y penser, du matin au soir, chez lui, il est toute la journée dans les livres. Et quand je dis les livres, ce sont les dictionnaires. Tu vois, une recherche continuelle. Ah ben, moi, avec ses mots croisés, il fait les mots croisés de points de vue. Des mots fléchés, des trucs comme ça. Des points de vue qui sont très difficiles. Oui, qui sont difficiles. Mais souvent, j'ai toujours, j'ai mon bureau qu'on appelle, j'ai des livres, tout ça, des pièces. Et puis, mais dans l'appartement, dans la cuisine, dans les placards, il y a toujours un dictionnaire. Toute la journée. Et combien de fois ça m'arrive, il peut te le dire,
tu écoutes les informations, tu as le gars, il te parle de quelque chose, et puis il te dit, oh, qu'est-ce que c'est bon, il a parlé de ça, comme ça, c'est bizarre, c'est bizarre. Je vais te le dire. Alors je me lève, je vais prendre mon dictionnaire, je regarde si je vois dedans. Ouais. Si je vois le mot, et des fois je dis, ah ben j'aurais jamais Tu as vu. l'attention tellement affinée qu'en fait tu cherches, tu regardes dès qu'il y a un mot que tu comprends pas. S'il y a un mot que j'arrive pas à comprendre, je me dis, parce que des fois dans le livre moderne, il y en a, et souvent ça arrive, qui t'inventent des mots. Oui. Il y en a qui t'inventent des mots, Oui, et des expressions par rapport à un Et les sujet. mots des fois ils viennent dans le dictionnaire en étant inventés et devenant finalement. Souvent. Oui. Et des fois, il Ouais. m'arrive de prendre le dictionnaire et de regarder. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a fait tout qu'il a inventé, ça n'est même pas dans un dictionnaire. Ouais. Du tout. Voilà. Et d'autres fois, ah ben tiens, je l'avais jamais lu ce truc-là, ce truc-là. Ah ben oui, tiens, voilà. Voilà. Ça le dictionnaire, Toute la journée. pour la rousse, c'est rare, il ne passe pas de journée où je ne le vois pas de ou trois fois. Il y a peu de journées où ça arrive. C'est formidable, on te Et souhaite, puis- on te souhaite d'écouter. Ouais. Et puis ce qui te plaît aussi, il faut que tu lui dises, c'est les documents anciens. Ah oui, ben ça Alors c'est une en autre temps. recherche. J'ai toujours eu une âme de collectionneur. D'accord. Et ça, alors, c'est quelque chose d'envahissant au possible. Bon, comme tous les gosses, quand tu es gosse, au début, c'est les timbres. Ouais. Les timbres, tu en as plus ou moins plus ça. Moi, mes parents travaillaient dans une usine d'ocre, donc ils connaissaient bien le secrétaire était au bureau. Et quand au bureau, ils recevaient des lettres d'Amérique, de ci, de là, des fois, la secrétaire dit, ah ben tiens, il y avait un joli thème, alors je l'ai découpé, vous le donnerez, et voilà. Bon, alors tu fais comme beaucoup de gosses, et puis il y en a que ça continue toute leur vie, comme j'en connais. Moi, ça m'est passé à l'adolescence, ça m'est passé. Mais par contre, un truc qui m'a fait, comme j'ai toujours eu quand même l'esprit assez curieux, c'est que quand tu recevais, quand elle me donnait des thèmes, j'étais toujours savoir, tant que c'était des thèmes Algérie, France, tout comme ça, des trucs, Italie ou autre, ça va aller. Mais des fois, il y avait des thèmes de pays qui me disaient rien du tout. Alors je prenais le dictionnaire, déjà, hein, j'avais 8 ans, D'accord. j'avais le dictionnaire où je prenais ma géographie de l'école, et dessus la carte, je cherchais où c'était le pays. Tu as toujours eu cette curiosité. Que ce toujours. soit un mot que tu ne comprennes pas, un timbre que tu Ah ne oui. connaisses pas, Ah s'il y a oui. une pièce du puzzle Ah qui oui. te manque, tu vas y aller. Voilà. Et c'est comme ça qu'il s'est trouvé des trucs. Je me rappelle, il y a peut-être 10 ans, 15 ans, je ne sais rien, je me rappelle, il y a eu la France des problèmes, la Nouvelle-Calédonie, il y a eu des problèmes. Et un jour, ils ont parlé de trucs de territoire de Wallis-et-Futuna. Les gens, ils ont dit, là, c'est quoi? Moi, je dis, c'est en Nouvelle-Calédonie, ça. Ça fait partie des îles qui n'est pas Nouvelle-Calédonie, parce que c'est un truc, ça m'a rappelé des thèmes de Nouvelle-Calédonie qui étaient surchargés Wallis-et-Futuna. D'accord. Comme des timbres de Guyane française qui étaient surchargés territoire de Ninini. Ou des timbres de... Parce qu'il y avait à l'époque, il y avait le Sahara, c'était français, l'Afrique occidentale française, l'Afrique équatoriale française. Ouais, ouais. Et tu avais l'Afrique équatoriale française, où tu avais des timbres qui étaient surchargés au Banguichari. Bon, au Banguichari, maintenant, beaucoup, tu leur dis qu'est-ce que c'est, ils doivent savoir. Équatoriale, voilà. Donc il y en avait tout un territoire qu'on appelait le Banguichari. Maintenant, si les gens ne savaient pas ce que c'est, je me rappelle, il y avait dans les républiques socialistes soviétiques de Sibérie, on trouvait à l'époque, etc., quand on en avait un, il y avait des thèmes triangulaires. Alors là, c'était le truc, on en trouvait un. C'était le type Touva, TOUVA. Et c'était un tout petit république socialiste qui était perdu du côté de Ulaanbaatar, tout ça là-bas, dans la Mongolie extérieure, tout ça, voilà. Et moi, à 8 ans, j'avais un truc, on t'aurait vu Touva, mais ça, c'était Touva. Alors qu'il y avait 90% des gens qui ne savaient pas ce que c'était. Bien sûr. Toi, je veux dire, toi, voilà. Ouais. Et j'ai toujours eu cette curiosité. Et j'ai toujours eu la curiosité de collectionner. Donc, à l'époque, j'ai commencé comme ça, en te parlant du thème. Est-ce que tu penses que c'est ça qui te rend quand même affûté tous les jours de garder cette énergie Peut-être, intellectuelle? parce Ouais. que quand tu fais une collection, tu es obligé de te documenter. Si tu veux la faire comme il faut. À moins de... Mais même aujourd'hui, je veux dire. Ouais. Ah oui, mais même tu collectionneras que les bouchons de champagne ou les étiquettes de boîte de Roquefort,
tu vas chercher la boîte au Roquefort, ah ben c'est tel petit village, tel hameau, à tel endroit, à côté de telle ville, à côté de ça. Tu es obligé si tu veux te connaître. Ou alors moi, bêtement le tout, ah ben celle-là je l'ai pas. Ah ben c'est pas la même, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas la même aux couleurs. Alors je la garde, à ce moment-là c'est pas la peine, je veux dire, il faut s'y intéresser sinon. Et moi j'ai toujours eu, bon après j'avais laissé tomber parce qu'après en travaillant depuis le temps, à part les livres ça a toujours été un peu ma passion. J'ai commencé vraiment à lire 8 ou 10 ans. Bon, moi j'avais mes oncles maternels qui étaient mon parrain. Lui pour Noël, j'avais 8 ans, 10 ans, lui il m'offrait 2 livres de Jules Verne, la bibliothèque verte, 2 ou 3 livres, j'étais le plus heureux. Et je me mettais, il n'y avait pas à l'époque la télévision, mes parents tout ça, par la radio, comme mon père écoutait un peu. Moi je me mettais dans un truc, je l'ai lu avec 10 ans, 12 ans, je me mettais sur une chaise ou à la table, et j'avais un livre, et je lisais. Ça, j'ai toujours eu cette passion. Donc après j'ai eu automatiquement pour trouver, puis plus tard pour trouver des fois, quand je trouvais un livre un peu plus vieux, un peu plus ancien, tout ça. Et puis j'ai eu la passion, et ça c'est arrivé un peu bêtement, un petit peu la passion des armes anciennes. Lorsqu'on a bâti la maison actuelle, dans la salle de séjour, j'ai un mur qui est un grand mur en première apparence. Ouais. Alors je me suis dit, bon, ça me plaisait d'avoir ce truc-là, parce qu'il y avait des poutres. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux mettre dessus? Tout ça, puis au fait, il y avait un truc ici qui pourrait être ça. Et à l'époque, il y avait des gros cantates, que les années 15. Donc j'avais trouvé un vieux fusil anglais là-bas, une zone Price, un peu comme ça, de faire 1781 à peu près. Oh, j'avais dit que c'était un super bien, c'est une histoire comme ça. Puis je me suis intéressé comme ça, puis après j'ai acheté un peu à l'occasion quelques fusils anciens, tout ça. Bon. Mais après ça m'a passé parce que la réglementation est devenue un peu trop insuffisante. Donc je l'ai laissé tomber, mais aussi toujours par rapport à ce truc-là, puis par rapport à ce que j'ai toujours aimé quand même, donc quand je vois un peu par les timbres, il y a quand même un peu d'histoire dans les livres, parce que j'ai des biens, au début souvent les trucs comme tu prends les Alexandre Dumas, les Trois Mousquetaires, ce qui t'intéresse, les personnages, parce qu'il y a les fictifs et puis les personnages historiques, et puis d'autres, Michel Zevaco qui s'appelait, qui vaut largement Dumas, qui a écrit beaucoup de romans de KPDC, comme on l'appelle. Je me suis toujours beaucoup intéressé par l'histoire. D'abord, j'ai une collection de livres d'école, de livres d'histoire, de livres d'école. On connaît toutes les dates, 1840, 1850, tu vois, et jamais de très très longtemps. Et par là, une fois, une année, justement, dans cette brocante là, qui se faisait hâte, tombé comme ça, en regardant un peu tout, je suis tombé pareil sur un document avec une signature de Louis XV, du roi Louis XV. Bon, je l'ai acheté comme ça, je me suis pris au jeu. Et maintenant, je dois prendre une grosse collection. Disons, pour 50 000 €, je ne la lâche pas. Ouais. Moi, je vous dis, il y a des documents anciens aussi. oui, mais c'est ça, des documents anciens, c'est ça. Alors là, ça part de l'époque de Saint-Louis jusqu'à maintenant. Tu vois, je suis bien beaucoup de signatures, autant que des signatures. Parce que là, je ne suis plus, je sais aussi bien des Louis XIII, XIV, Louis XV, Louis XVI, pas Louis Philippe, Jean-Marie III, de François Ier, Anne d'Autriche, et puis des trucs comme Napoléon, bon, j'ai une lettre de Marie-Louise, je n'aime pas les trucs Napoléon, des lettres entièrement de la main, entièrement de la main de Madame Maintenon aussi, puis des personnages, Rochambeau, qui a participé à l'étude de l'Amérique, avec Lafayette, mais des tas de personnages. Signés par eux, voilà. Voilà, vraiment des tas de personnages, même souvent qu'on n'a pas l'habitude qu'on connaît, quand on parle du masque de fer, qui a effectivement existé, mais qui a été, il a eu un gardien attitré pendant une grande partie de sa captivité. C'est de Saint-Mars, Béni d'Auvergne de Saint-Mars. Bon, j'ai une lettre de lui, de sa mère, avec son cachet qui a été avec le feu, son cachet de cire. J'ai, comment te dire, c'est pas un tout, on dit souvent, il a fait un coup de Jarnac, on dit que c'est un coup parce qu'un coup en traître, soi-disant, alors que ce n'est pas un coup en traître.
Et Jarnac, c'est une lettre de sa main de Jarnac. D'accord. Le ventre en traite, c'était ce qu'on appelait à l'époque une botte. Tu sais, comme tu as le botte indien, il avait un coup particulier. Bon, mais après, on a transformé en coup en traite, alors c'est pas du tout. Voilà. J'ai tas de personnages, voilà. Formidable. Oui, oui, ça j'ai une très belle collection de vraiment de beaux documents. Et puis le pape, le pape avec le gros soin plomb, ça aussi. Alors il est capable, à la télévision, on voit un truc, il n'a jamais été. Faut arrêter là. Il sait que si